Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies, avec aujourd'hui notre première interview. Si vous souhaitez ne pas rater un seul épisode, eh bien abonnez-vous tout simplement à ce podcast sur votre plateforme de diffusion favorite comme Apple Podcast ou encore Spotify. Mais vous pouvez aussi le faire sur toutes les autres plateformes de podcast. Nous avons également notre chaîne YouTube Sauvons nos vies. Bref, vous avez vraiment toutes les possibilités pour nous écouter si vous le souhaitez, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à nous laisser un avis, une note 5 étoiles si possible, ça fait toujours énormément plaisir. Et si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire grâce à notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Vous souhaiteriez intervenir également par le biais d'une interview sur ce podcast, eh bien utilisez également cette même page LinkedIn pour communiquer et échanger avec nous. Pour ce troisième épisode, nous allons parler de petits héros aujourd'hui. Sauvons nos vies, interview. Je reçois aujourd'hui Hichem Gendes, président de l'association Les Petits Héros. Bonjour Hichem. Bonjour Guga. Ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi, ça va ? Ça va. On se tutoie ? Oui, très bien, très bien. Bon, bah ça marche pour moi. Mais mince, je ne vois pas d'enfants dans le secteur. Ça va, on va être en sécurité aujourd'hui ? On va être très en sécurité parce qu'effectivement, les enfants sont pas là aujourd'hui. Bon, on va essayer de pas se blesser. On va essayer. Avant de démarrer cette interview et ces questions, je voulais vous demander, est-ce que vous avez un objet, un accessoire, le plus important pour vous dans votre quotidien qui a un lien avec la sécurité ? Les détecteurs de fumée. C'est votre objet fétiche, on va Alors, dire. c'est pas forcément un objet fétiche, mais c'est plutôt un objet que j'ai déménagé à plusieurs reprises et j'ai des détecteurs qui me suivent depuis le début. Ah bon ? Oui, depuis le début, qui sont avec moi et on les met. Déjà, normalement, le propriétaire a mis un détecteur de fumée, mais moi, j'ai toujours mes détecteurs de fumée que je place un peu partout. Voilà. À titre indicatif, combien de détecteurs de fumée ? Moi, actuellement, là, en termes de détecteurs de fumée, j'en ai 1, 2, 3 installés dans cette maison, là où on est. Mmh. Et j'ai 3 autres détecteurs de fumée qui sont répartis un peu dans la maison. Il y en a 6 en tout. Ça sent le pompier, ça, non ? Ah oui. Ça sent le pompier et c'est surtout, ça sent le préventeur. Voilà, le risque incendie, pour moi, c'est quelque chose pour laquelle j'ai une appréhension, parce que j'ai vu quelques feux. Et donc, du coup, on sait aujourd'hui qu'avec... on dit dans la minute, il faut un verre d'eau, dans les 2 minutes, un seau d'eau, 3e minute, une tonne d'eau. Un feu, ça va très très vite. La nuit, ça va très très vite. Donc, je préfère sécuriser ma famille. Parfait. Alors, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de l'association Les Petits Héros. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette association, pourquoi vous l'avez créée, et il y a combien de temps ? Alors, j'ai créé l'association en 2015 à la Gare de Bretagne. Aujourd'hui, l'association Les Petits Héros, c'est une dizaine d'associations. On y viendra un tout petit peu plus tard. Et si je l'ai créée, c'est parce que je suis formateur sauveteur secouriste et qu'il y a beaucoup de parents qui ont manifesté le manque de formation de leurs enfants à l'école. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour les enfants. Et après, c'est aussi en lien avec mon expérience de vie, à la fois parce que j'ai été pompier pendant un certain temps, et puis en parallèle, c'est aussi parce que malheureusement, j'ai vécu une situation personnelle dans ma famille, un décès, et il y a eu des jeunes qui étaient autour, et ces jeunes qui étaient présents n'ont pas forcément eu le meilleur des comportements. Et comme ils n'ont pas forcément eu le meilleur des comportements, je me suis posé la question de comment on pouvait modifier les schémas comportementaux des personnes. Et je me suis rendu compte que, en finalité, plus on allait les prendre tôt, plus on allait les former, mieux ça sera pour leur avenir à eux. D'accord, ça c'était le déclencheur pour se dire il faut que je crée les petits héros, c'est ça ? Ouais, disons que c'est en parallèle, à la fois parce que j'avais envie de m'investir auprès des jeunes,
Et dans un second temps, parce que j'ai vécu cette expérience, et donc j'ai lié, je me suis dit, c'est là qu'il faut aller. Combien d'agences Petits Héros en France? Parce qu'il n'y a pas qu'à la Guerche. Non, il n'y a pas qu'à la Guerche de Bretagne. Aujourd'hui, on a 12 associations en France. Waouh. Réparties plutôt sur l'Ouest, Bretagne. Alors on est principalement sur l'Ouest, mais nous avons quand même une association dans les Puy-de-Dôme, une association aussi en Corse, à Ajaccio, et on a aussi une association qui vient de s'ouvrir à Tahiti récemment. Maintenant, au niveau des associations en Bretagne, on en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 associations en Bretagne, une qui est dans le Nord, une qui est à Bordeaux. Voilà. Combien de bénévoles dans tout ça? Ça représente à peu près 250 bénévoles. 250 bénévoles, c'est colossal ça. Oui, c'est bien. C'est bien, mais en même temps, s'il y a 250 bénévoles, c'est peut-être parce qu'il y a un manque. Moi, quand j'ai créé l'association Les Petits Héros initialement, c'était pas forcément pour développer l'association au niveau national. On a bénéficié au niveau médiatique, d'une communication médiatique qui a été relativement forte, et ça a suscité l'intérêt de bénévoles dans différentes régions. Et puis on a dû repenser le développement de l'association, parce qu'au départ on n'était qu'une seule association qui s'appelait tout simplement Les Petits Héros. Et puis on a décidé de transformer l'association en fédération, qui est la fédération française Les Petits Héros au niveau national, et sont affiliés des associations qui se créent. D'accord. Voilà. Et l'objectif, c'est de former les enfants à la prévention et au secourisme, les enfants de 3 à 10 ans. Ok, donc vous intervenez du CP au CM2. On intervient du CP au CM2. Alors on n'intervient pas que dans les écoles, on a plusieurs axes. Dans un premier temps, au départ, c'était pour former les enfants de la commune à travers les écoles. C'est vrai. Mais on s'est rendu compte aussi que nos bénévoles sont des travailleurs et qu'il fallait se rendre disponible pour pouvoir répondre aux demandes des écoles. De cette contrainte, on s'est dit, allez, on va créer nos propres écoles de secourisme en France. C'est-à-dire qu'on va intervenir à la fois dans les écoles, mais on propose aussi aux parents qui n'ont pas forcément, parce que l'école ne souhaite pas mettre en place ou en œuvre le secourisme, la prévention et le secourisme, on donne la possibilité aux parents d'inscrire leurs enfants à l'école des Petits Héros. Et là, ça se passe le week-end plutôt. Et là, ça se passe le week-end, oui. D'accord. C'est ça. Le samedi matin, c'est sur 6 semaines, et on prend les enfants de 3, 5 ans, 6, 8 ans, 9 et 10 ans, un peu comme dans l'école, cycle 1, cycle 2, cycle 3. D'accord. Et puis, on va leur proposer une formation à travers le jeu, la répétition, pour pouvoir faire de la prévention, pour pouvoir éventuellement secourir, alerter. En fait, on est dans la base. On s'est inspiré du PSC1 et on s'est inspiré du SST, parce que si on prend du PSC1 classique, on est vraiment sur les gestes de secourisme. On a cette partie protéger et secourir. Maintenant, si on prend la formation sauveteur secouriste du travail, par exemple, on va avoir un volet prévention. Et donc, nous, on a décidé, en fait, de centrer sur la prévention, parce que la prévention, si on peut éviter l'accident, c'est quand même mieux. Donc, on est sur de la prévention, et en parallèle, on est aussi sur les gestes de secourisme. Alors, nous, on n'appelle pas ça les gestes qui sauvent. On a fait un choix. On parle de gestes qui peuvent sauver. Alors, pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que, de toute façon, on peut faire de notre mieux. Et l'objectif, c'est d'ailleurs de faire de notre mieux et d'oser être imparfait. Mais le plus important, en fait, c'est d'essayer de faire de son mieux. C'est un peu comme en SST. Quand on est à des formations SST, c'est pareil. On nous dit essayer de faire, de sauver la personne, c'est le principal, c'est l'essentiel. Après, on n'est pas des professionnels. Donc on peut de temps en temps ne pas forcément avoir le bon geste. Oui, c'est ça. Mais le principal, c'est de le faire. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, la position latérale de sécurité. Sur la position latérale de sécurité, elle est très technique, la PLS. Il y a plein de points, avec beaucoup de spécificité, mais l'important, c'est de mettre la personne sur le côté. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre aux jeunes, c'est de dire faites de votre mieux, osez imparfait, mais faites de votre mieux. Et pourquoi on dit gestes qui peuvent sauver ? Tout simplement parce que on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais que chacun d'entre nous doit faire de son mieux. Voilà. Mieux vaut faire, peut-être pas parfaitement, que de ne rien faire. Ah oui, complètement, oui. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas agir par peur de mal faire. De toute façon, oui, peur de mal faire, mais aussi peur de faire mal. Ça va dans les deux sens. C'est vrai. Ouais. Moi, je forme beaucoup d'adultes. Alors moi, je trouve que c'est plus facile de former des enfants que de former des adultes, pour la simple bonne raison que un enfant n'extrapole pas
leur imagination sur certaines situations. Ils font de leur mieux et ils n'imaginent pas forcément toujours le pire. Je vais essayer de donner un exemple concret pour bien comprendre. Si on a par exemple quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, aujourd'hui il y a beaucoup d'adultes qui ont développé cette croyance, ce mythe, qu'on pouvait avaler sa langue. Et donc forcément, les comportements vont être associés à ce qu'ils pensent être vrai. Je dis bien ce qu'ils pensent être vrai. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, ils vont imaginer que la personne peut avaler sa langue. Comme ils imaginent que la personne peut avaler sa langue, ils vont avoir des comportements qui vont être associés. Ça reste des comportements bienveillants, mais c'est des comportements qui sont associés à ce qu'ils pensent être vrai. Et donc, du coup, il y a des personnes qui vont sauter sur la victime, attraper la mâchoire et essayer de mettre le bâton, mettre quelque chose pour empêcher d'avaler sa langue. Aujourd'hui, on le sait, avaler sa langue, c'est une croyance populaire. Voilà. On ne peut pas avaler sa langue lors d'une crise d'épilepsie. C'est vrai que j'avais ça à l'idée. Parce qu'on me l'avait dit, et effectivement, c'était le risque. Alors que c'était pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et parce que quand on fait une crise d'épilepsie ou une convulsion, parlons de convulsion pour ne pas parler proprement de la crise d'épilepsie, mais quand on fait une convulsion, tous les muscles sont tétanisés. La langue étant un muscle, elle est tétanisée au même titre que les autres muscles. Donc pas de risque qu'on avale sa langue. Alors il y en a, ils vont me dire, oui, Hichem, quand on dit avaler sa langue, c'est que la langue peut se retourner. Non, la langue ne peut pas se retourner pendant cette phase de convulsion, de crise d'épilepsie. D'accord. Pas d'inquiétude là-dessus. Et des exemples comme ça, on peut en avoir plein sur des croyances, ou en tout cas sur des idées reçues que chacun va avoir individuellement par manque de formation. Et parce que la question qu'on peut se poser, moi, et ce que je pose très souvent à mes apprenants, c'est d'où ils savent ce qu'ils savent. Voilà. Et très souvent, ils vont vous dire, c'est mes parents qui me l'ont dit, mes grands-parents, l'école, le professeur, c'est la télé aussi. Voilà. Et chacun y va de ce qu'il pense être vrai sur certaines situations. Je vais parler d'un sujet, je sais que ce sujet-là est relativement intéressant, c'est le bouche à bouche. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui viennent en formation et qui me disent, Hichem, de toute façon, aujourd'hui, on ne fait plus de bouche à bouche. C'est terminé. Non, c'est pas terminé. Aujourd'hui, il y a dans le référentiel du secourisme, que ce soit dans le PSC1 ou de la formation sauveteur secouriste du travail, le bouche à bouche fait partie intégrante de la réanimation cardio-pulmonaire. Donc le bouche à bouche, on doit le faire. Alors bien sûr, si ils ne le font pas, c'est pas très grave. Le mieux, c'est de masser, c'est de faire un bon massage cardiaque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun... alors, je reviens quand même pour dire que celui qui ne fait pas le bouche à bouche, ce que je dis, c'est pas on est obligé de faire le bouche à bouche. Je dis juste que ça fait partie intégrante de la réanimation et qu'il y a des situations pour lesquelles, des fois, on ne fait pas de bouche à bouche. Mais très souvent, ces informations, elles viennent d'où ? Ces informations, elles vont venir de personnes qui ont suivi des formations ou des personnes qui ont vu ça à la télé ou ils ont entendu, et chacun va transmettre l'information à d'autres. Et puis, si la personne, elle est convaincue dans ce qu'elle dit, elle va devenir convaincante. Et à partir de là, on ne va pas remettre en cause sa pensée, puisque de toute façon, elle a suivi une formation ou alors... elle a vu ça lors d'un reportage, etc., etc. Et des croyances populaires, il y en a plein. Il y en a qui vont mettre de la farine sur une brûlure. Il y en a qui vont mettre du poivre sur un saignement. Il y en a qui vont mettre la cuillère au niveau du front pour empêcher un saignement du nez. Voilà. Et si on parle de saignement du nez, je me permets, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde qui pense qu'on doit mettre la tête en arrière. Par exemple, sur l'enseignement du nez. Ouais, quand j'étais petit, c'était ce qu'on faisait. Oui, mais ma grand-mère le faisait aussi. Et puis, pour ceux qui étaient très créatifs, il y a des personnes qui levaient la main aussi vers le haut, avec la tête en arrière, lever la main. Bon, pourquoi pas ? Bon, de toute façon, ça mange pas de pain de mettre la tête en arrière, de mettre la tête en avant, mais c'est juste pour dire que si on n'a pas de formation par des experts, forcément, nos comportements vont être associés par rapport à ce qu'on croit être vrai. Alors, il y a certainement des bonnes croyances individuelles, mais il y en a des moins bonnes. Et alors, on ne peut pas forcément... Il y a des situations, je veux dire, l'important, c'est quand même de faire de son mieux. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas aggraver la situation par des idées déconnantes qu'on peut avoir. Alors, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, pour un enfant, ça se déroule, la formation, sur 6 semaines. Oui, c'est ça. 6 rendez-vous. Donc là, c'est même mieux qu'une formation SST, c'est-à-dire que là, les 6 semaines permettent de rappeler, de refaire des gestes qui ont déjà été vus et faits, et donc du coup,
ça favorise la mémorisation. C'est pour ça que c'est sur 6 semaines ? Alors oui, de toute façon, le jeu et la répétition permettent la mémorisation. Le jeu permet de créer de l'émotion, et on sait aujourd'hui qu'à partir du moment où on a une émotion, l'émotion installe le souvenir dans notre mémoire. Alors, je pourrais pas dire de quelle époque, mais c'est juste pour expliquer un peu tout ça. C'est à l'époque, on connaît tous cette phrase « apprendre par cœur ». Ouais. Et quand on sait l'origine, en fait, à l'époque, on pensait que la mémoire était dans notre cœur. Et pourquoi on pensait que la mémoire était dans notre cœur ? Parce que à chaque fois qu'on avait une émotion, on s'est rendu compte qu'on mémorisait bien, que le cœur palpitait, et puis on se disait la mémoire doit certainement se situer au niveau du cœur. Et à l'époque, on disait pas apprendre par cœur, on disait apprends avec ton cœur. Mets du cœur dans ce que tu fais et tu vas mieux mémoriser. Et le jeu reste certainement le meilleur moyen de créer de l'émotion pour favoriser la mémoire. Oui, effectivement. Alors comment ça se passe ? Ce sont les écoles qui viennent vers vous, vous qui allez vers les écoles ? Comment se fait la connexion ? Alors la connexion, nous on fait pas de démarche. Clairement, parce que on va pas aller vers les écoles. Ça marche souvent par du bouche à oreille. Ce sont les écoles qui nous contactent quand on met en place en fait un programme au sein de l'école. Mais c'est l'école qui vient nous voir. Alors soit c'est la direction de l'école, soit ça va être l'appel qui va venir vers nous. Ouais. Soit ça va être des parents qui vont mettre en relation avec la direction de l'école. Donc voilà comment on se contacte, c'est souvent les écoles qui viennent vers nous. Maintenant, pour tout ce qui est école des petits héros, c'est-à-dire l'école indépendante qui appartient aux petits héros en extrascolaire, on communique sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et puis, ce sont les parents qui nous sollicitent pour inscrire leurs enfants sur ce programme de AGPS. Parce que nous, on l'a appelé AGPS, on a le PSC, on a le SST, mais on a aussi l'AGPS qui est l'apprentissage des gestes qui peuvent sauver. D'accord. Alors moi je suis parent, ma fille qui était encore en primaire, donc je me connecte à votre site internet et c'est comme ça que je prends contact avec vous. Ouais, c'est ça. Et sur les 6 semaines, il y a plusieurs sessions dans l'année ou c'est positionné plutôt au premier trimestre, à la fin ? On essaye de mettre un créneau entre 2 vacances scolaires. En général, on tient sur 6 semaines. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la Guerche de Bretagne, on ouvre l'école des petits héros pour les 6-8 ans et les 9-10 ans, et ça commence le 15 septembre pour se terminer du côté du 21 octobre, il me semble. D'accord, voilà. Aux vacances de la Toussaint. Exactement. D'accord. Et 3 ans, c'est pas petit. Non, en fait, ça dépend ce que vous croyez. Encore une fois, je m'explique pour bien comprendre. Moi, j'ai des parents qui m'ont dit c'est un peu petit pour les enfants, 3 ans, il va pas y arriver. Moi, je leur dis, si vous pensez que votre enfant n'est pas capable, vous avez raison. Si vous pensez qu'il est capable, vous avez raison aussi. À vous de voir. Et puis voilà. Tout le monde a raison, alors. Voilà. Non, mais en effet, déjà, il faut croire à son enfant, à ses capacités, parce qu'un enfant, par définition, c'est un optimiste. C'est quelqu'un qui avance et qui a soif d'apprendre. Et à partir de 3 ans, un enfant, il est quand même capable de faire des choses. Alors, il est capable de quoi ? Il est capable d'identifier ce qui coupe, ce qui brûle, ce qui rend malade. Donc, on est sur les dangers, sur la prévention. Ça, c'est le premier point. Dans un second temps, un enfant, il va être capable d'aller chercher un adulte à proximité et d'expliquer, de raconter une histoire. Il s'est coupé, il saigne, il s'est brûlé, il est tombé, il a mal, il crie, il pleure. Donc il est capable déjà de commencer à raconter des histoires, et il est capable de faire des petites choses. Par exemple, le saignement du nez, il est capable de se moucher fortement, de comprimer ses narines avec son pouce et son index et mettre la tête en avant. Voilà. Donc, en fait, quand on parle de 3 ans, on est sur les prémices, on est sur le début du jeu de répétition. Parce que l'idée, c'est pas qu'ils soient formés à 3 ans, c'est qu'ils aient déjà un minimum de connaissances pour que quand ils reviennent à 6 ans, ils aient une autre forme de connaissance. Quand ils arrivent à 8, 9, 10 ans, une autre forme de connaissance. Et c'est la répétition qui va permettre l'ancrage. Donc, nous, on va commencer relativement tôt. Après, par exemple, un enfant de 3 à 5 ans, il est capable d'apprendre son adresse. Et moi, je suis assez surpris, très souvent, de voir combien d'enfants entre 6 et 10 ans ne connaissent pas aujourd'hui leur adresse. Alors, on va me dire, oui, aujourd'hui, il y a les moyens de communication qui font qu'on peut être géolocalisé par les secours, etc., etc. Il n'y a rien de mieux que de donner son adresse le plus rapidement possible. Parce que si on donne son adresse, alors je dis bien, donner son adresse, c'est donner le lieu, l'adresse du lieu de l'accident. Mais nous, aujourd'hui, on se centre un peu sur les accidents domestiques. Aujourd'hui, 11 millions d'accidents domestiques par an, c'est beaucoup.
il y a plus de probabilité qu'un enfant soit face à une situation d'accident domestique qu'un accident de la circulation. Et puis s'il est sur un accident de la circulation, en général, il y a un adulte à proximité. Donc on va se centrer aux accidents domestiques. Donc connaître son adresse, c'est primordial parce que quand l'enfant va appeler, il va donner son prénom, l'opérateur va rapidement comprendre que c'est un enfant, et puis il va lui demander son adresse. Et si c'est un enfant qui appelle, dans le doute, il y a de grandes probabilités que l'opérateur envoie quand même quelqu'un quand c'est un enfant qui appelle. Donc l'adresse, c'est primordial. Et ça commence à 3 ans. Il y avait une affaire qui m'avait assez interpellé il y a 4-5 ans maintenant, où un enfant, il avait 4 ou 5 ans, il était avec son papa avait fait une crise cardiaque dans le canapé et il avait réussi à déverrouiller son téléphone portable pour appeler les secours. Oui. Et je m'étais dit, à l'époque, ma fille avait à peu près le même âge, et je m'étais dit, elle ne sait pas déverrouiller un téléphone. Oui, effectivement, ça s'apprend, en fait, tout s'apprend. Mais pour qu'un enfant puisse savoir le faire, il faut créer de la répétition. Et pour faire de la répétition, ça nécessite aussi un effort des parents. Vous voyez, moi, je répète toujours cette phrase-là qui m'inspire. C'est qu'un futur, c'est un présent qui se prépare. Tout ce qu'on fait dans le présent va conditionner notre futur. Et que si un enfant de 3-5 ans se retrouve face à une situation, même à ses 6 ou 7 ans, se retrouve face à une situation, s'il n'est pas capable de prendre le téléphone des parents et d'être capable de composer un numéro et d'expliquer ce qui se passe, eh bien, quelque part, la responsabilité vient d'abord des parents. Je pense que tout le monde doit s'impliquer dans l'éducation de nos enfants. Et dans l'éducation de nos enfants, eh ben, la prévention fait partie totalement de notre éducation. Voilà. Sur l'adresse, on est sur un jeu de répétition. Qui ça fatigue ? L'enfant ou le parent ? Voilà. Bonne question. Bonne question. Est-ce que vous avez des exemples de gestes ou de méthodes qui sauvent ? Alors, on a parlé du bouche à bouche. Vous n'apprenez pas le bouche à bouche aux enfants ? Non, on va pas apprendre. Le bouche à bouche, on va pas l'apprendre. On va l'apprendre à partir de 10 ans. On va leur montrer qu'on peut faire du bouche à bouche, mais dans notre discours, c'est vous vous centrez effectivement sur le massage cardiaque. Massage cardiaque avant 10 ans ? Oui, à partir de les 9-10 ans, il y a du massage cardiaque dans le cadre de l'AGPS, c'est-à-dire dans le cadre de la formation secourisme dans nos écoles. Okay. Maintenant, dans le cadre de l'APS, apprendre à porter secours, qui est le référentiel de l'éducation nationale, le massage cardiaque n'y figure pas. Ouais. Par contre, l'enfant de 9 à 10 ans doit être capable de mettre en position latérale de sécurité. C'est ça. Et je vais reprendre, il doit être capable de mettre sur le côté en utilisant la technique de la PLS si possible. Voilà. Tout enfant aujourd'hui qui sort du CM2 est capable de faire ça ? Il devrait, normalement. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les écoles ne le font pas. Ne remplissent pas ne répond pas en fait à ce besoin, enfin au référentiel de l'éducation nationale qui est l'APS. Parce que dans l'APS, apprendre à porter secours, il faut savoir que dans ce référentiel, l'enfant à partir de 3 ans, justement, va parler des dangers domestiques. De 6-8 ans, il doit être capable d'arrêter un saignement, de refroidir une brûlure, d'agir sur une douleur intense, empêchant tout mouvement. 9-10 ans, il doit être capable de mettre sur le côté une personne qui ne répond pas, ne réagit pas et respire. Donc ça, normalement, c'est dans le cadre de l'éducation nationale. École privée ou publique, c'est dans le cadre de l'éducation nationale. Maintenant, toutes les écoles ne le répondent pas. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, ça va être subjectif, ce que je vais vous dire. C'est que c'est en lien qu'avec mon expérience. Je dirais que personne n'aime transmettre quelque chose qui n'a pas la maîtrise. Je veux dire, dans les écoles, il y a beaucoup de professeurs, de très bons professeurs, qui vont parler des dangers parce que ils savent. Ils vont parler de l'alerte parce qu'ils savent. Mais ils vont pas forcément rentrer dans le secourisme proprement dit, c'est-à-dire comment arrêter un saignement, comment agir sur une douleur, comment refroidir une brûlure, pour la simple et bonne raison que eux-mêmes ne sont pas experts de ce domaine et personne n'aime traiter des sujets pour lesquels on n'a pas d'expertise. C'est qu'un point de vue. D'accord. Voilà. Pourquoi s'est arrêté au CM2 ? En fait, on sait pas. On n'est pas arrêté au CM2, c'est-à-dire que CM2 c'est APS, apprendre à porter secours, mais il y a une continuité, c'est-à-dire que normalement l'enfant, une fois qu'il a quitté donc l'école primaire, il va aller au collège, et au collège
on va lui dispenser le PSC1, Prévention Secours Civique de niveau 1, d'une durée de 7 heures. C'est la formation grand public. Et normalement, arrivé en 3e, il doit pouvoir faire son PSC1. Et après, dans sa continuité, il va avoir des questions au code de la route sur le secourisme. Il va faire sa journée appel à la défense ou la JDC, journée du citoyen, où là, il va aussi parler du secourisme. Et après, il va rentrer dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, il va passer la formation sauveteur secouriste du travail. Donc, il y a quand même un continuum qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on commence de l'APS, PSC1, et puis après, on va sur d'autres sujets jusqu'au SST. Ce que vous me disiez tout à l'heure, ce que tu me disais tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on se tutoyait, 11 millions d'accidents domestiques, 1 sur 6, une personne sur 6 va se blesser cette année à la maison. C'est ça le chiffre. C'est colossal. Pourquoi il y en a plus à la maison que sur la route ou au boulot ? Certainement parce qu'en fait, déjà dans les entreprises, il y a déjà une démarche sécurité. D'accord. Voilà. On n'est pas, je dirais pas plus à la maison, mais soit on est en fait à domicile, soit on est sur la route, soit on est en entreprise. En entreprise, il y a cette démarche, en tout cas, il y a en général une culture de prévention de sécurité des entreprises, normalement. Voilà. Et puis, sur la route, on n'est pas tous, on n'a pas tous le permis, plus de 18 ans, etc., etc. Je dirais que quand on parle d'accidents domestiques, on va parler des accidents de nos premiers jours jusque notre dernier jour. Et des accidents domestiques, il y en a effectivement des milliers. On se compare souvent avec les autres pays européens. On est placé comment, nous, en France ? On n'est pas très bien placé en termes de prévention, si ce n'est que, par exemple, on va prendre un chiffre pour bien essayer de comprendre un peu le contexte. Mais en France, par exemple, il y a entre 40 000 et 50 000 arrêts cardiaques brutals par an. Sur les 40 000, 50 000 arrêts cardiaques brutals par an, il faut savoir qu'il y a à peu près 7 arrêts cardiaques sur 10 qui arrivent à domicile, pas à domicile, mais devant témoin. Et on a à peu près 40% de personnes qui sont en mouvement. Voilà, qui vont tout faire de A à Z, donc appeler, masser, défibriller. On est à peu près à 40%. Nos amis voisins, voilà, ont une politique, pour tous ceux qui ont une politique de secourisme, où là, on va former, par exemple, il y a un pays de l'Est, je ne vais pas vous citer le nom parce que je ne l'ai pas comme ça en tête, mais où on a 98% de la population qui est formée plus de 6 ans. Ils vont augmenter par 4, par 5, fois 4, fois 5, le taux de survie d'une victime. Aujourd'hui, il me semble comme ça de tête qu'on est à 7% de survie suite à un arrêt cardiaque. Voilà. Donc vous multipliez par 3, par 4, par 5 dans d'autres pays. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un peu en retard sur la formation. Alors on avance, les choses sont quand même relativement positives puisque on a l'APS qui s'installe petit à petit à l'école. On va retrouver dans le collège, on va avoir des jeunes qui vont se former au PSC1. Et après, on a d'autres acteurs. Il y a plein d'acteurs. Il n'y a pas que les petits héros, mais on va retrouver la Croix-Rouge qui forme aussi les enfants à partir de 3 ans. On va retrouver des partenaires ou en tout cas des sociétés comme Protéger, Alerter, Secourir qui a fait un jeu avec Patrice Jupil, que je salue, qui lui a fait un jeu à destination du grand public. On va retrouver d'autres structures qui ont décidé de créer un mouvement favorable pour que tout le monde soit formé. Voilà. Très bien. En tout cas, un maximum. Alors, c'est quoi les prochains projets des Petits Héros ? Nous, l'association Les Petits Héros, notre projet, déjà au sein même de notre association, parce qu'on peut parler d'interne et externe, c'est de structurer notre association, puisqu'on est passé de 2015 jusqu'à ce jour, on est passé de une association à 12 associations. Donc ça se structure. Voilà, moi je suis le président de la fédération, mais en attendant, il y a 11 présidents aussi qui œuvrent dans leur secteur. Donc ça nécessite en fait vraiment de bien structurer l'association. On y arrive petit à petit, mais voilà, il faut le faire. Ensuite, sur les projets de développement, l'idée c'est qu'on puisse s'implanter un peu partout en France et qu'on ait le maximum d'enfants formés à la prévention et au secourisme, et que demain, alors que ça soit, vous savez, moi je dis toujours, mon objectif, c'est pas de faire de l'association Les Petits Héros une association pour laquelle cette association vient flatter mon ego. J'ai pas besoin de ça. Moi, ce que je veux, c'est que demain, si notre action crée en fait une dynamique favorable
et que des enfants soient formés et que demain un enfant sauve une vie, je pense qu'en finalité c'est gagné. C'est ça votre Graal, quoi. Exactement. Bon, je suis plutôt discret d'une manière générale sur le développement de l'association. Je collabore avec beaucoup de présidents qui mettent beaucoup d'énergie dans leur association pour former les enfants. On essaye de créer de la cohérence, mais on veut que les choses soient simples, aussi simples qu'un geste qui sauve. C'est ça. C'est ça. Être logique jusqu'au bout et garder sa même lignée. C'est ça. Et puis si demain les petits héros perdurent, c'est bien. S'ils ne perdurent pas, mais que ça a créé quelque chose de une dynamique autour de nous et que ça a éveillé les consciences des élus, éveillé les consciences peut-être de l'État, éveillé les consciences des professeurs, éveillé les consciences des parents, en finalité, voilà, c'est ça, c'est bien. Votre principale difficulté aujourd'hui, c'est quoi ? Je pense que c'est de motiver certains parents, je dis pas tout le monde, parce qu'il y a des parents quand même qui s'impliquent à ne pas attendre que l'école vienne ramener cette compétence de secourisme. Je dirais qu'il y a aussi un rôle éducatif et que ça fait partie aussi des parents, individuellement, de faire de leur mieux pour que l'enfant soit en sécurité dans sa maison. Et pas que lui, mais que la famille soit en sécurité. Et moi, je dirais que très souvent, si un enfant... On va prendre un exemple concret. Si un parent tombe des escaliers et qu'il est seul avec son enfant, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on est quand même beaucoup de parents isolés. Pas forcément par des séparations, mais on est isolés parce que l'un des deux travaille, parce que des déplacements, parce que c'est la vie d'aujourd'hui. Mais si on est seul avec son enfant et qu'un parent tombe des escaliers, la question qu'on peut se poser, c'est quelle réalité vous voulez vivre ? Et ça, c'est une question qu'on doit poser aux parents. Qu'est-ce que vous attendez ? Quelle réalité vous voulez vivre ? Et très souvent, on va me dire, moi, j'aimerais que mon enfant soit en mouvement. Ok, j'entends ce que vous me dites, mais quel est le meilleur des comportements que vous pouvez avoir, vous, en tant que parent, aujourd'hui, pour que si demain ça arrive, votre enfant soit en mouvement ? Et je reprends ma phrase, un futur, c'est un présent qui se prépare. Voilà. Votre plus grande déception ? J'en ai pas des déceptions. Pas de déception ? Non. Je pense que moi, je vis plutôt l'instant présent et je me dis que j'ai de la chance. Je fais de la prévention, j'ai de la chance. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, j'ai une chouette famille, j'ai des super amis, je suis bien entouré. Et ce qui m'intéresse, le passé est derrière moi. Ce n'est que souvenir. Ce qui m'intéresse, c'est le présent et le futur. Et est-ce que vous avez des petits, des enfants qui, 10 ans, 15 ans après, viennent vous dire « Tiens, j'ai sauvé une vie Alors non, j'ai pas encore eu ce retour, là ? Non, j'ai pas encore eu ce retour de « Tiens, j'ai sauvé une vie ». Par contre, j'ai eu des retours de jeunes, effectivement, qui ont été face à des situations. Et ils n'ont pas forcément sauvé une vie, parce que le secourisme, c'est pas que sauver des vies. C'est aussi de faire en sorte de maintenir des personnes qui sont dans un état de détresse à un instant T. Voilà, je veux dire, quelqu'un qui fait un malaise vagal, il va pas mourir. Vous voyez, parler de gestes qui sauvent, je pense que là on est un peu dans le plus. Mais par contre, le rassurer, le réconforter, être capable d'appeler les secours et de le surveiller, d'être là, présent pour lui, je pense que ça c'est déjà bien. Il y a du savoir-vivre dans le secourisme. Je pense que dans le secourisme, on est aussi dans des devoirs de citoyenneté, on est sur la capacité à aider autrui d'une manière générale. Donc oui, j'ai des jeunes qui ont eu cette volonté, en tout cas qui n'ont pas eu peur d'intervenir, parce que en passant par l'école des petits héros, ils ont pu gagner un peu en confiance en eux. Et oui, c'est qu'un constat, mais j'ai quand même relativement constaté que quand je faisais des formations, les adultes, la plus grosse problématique des adultes, c'est de gagner en confiance en eux face à une situation d'accident. Parce qu'on l'a dit au départ de notre interview, c'est soit on a peur de mal faire, soit on a peur de faire mal. Et pourquoi on a peur de mal faire et pourquoi on a peur de faire mal ? Parce qu'on n'est pas suffisamment formé et donc du coup on n'a pas suffisamment confiance en nous dans le secourisme pour pouvoir intervenir et faire les bonnes choses. Donc voilà, c'est de faire en sorte que le jeune gagne en confiance en eux. Maintenant, juste pour ça crée des vocations aussi.
parce qu'on l'a ouvert en 2015. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans. La semaine dernière, j'ai vu une jeune fille qui est passée par l'école des petits héros et qui est passée parce qu'on a créé une pièce de théâtre sur les gestes qui sauvent. Et elle m'a dit, écoute Hichem, j'ai envie de devenir médecin. Voilà, j'ai dit, c'est quoi ton projet là ? T'as 16 ans, c'est quoi ton projet ? Elle me dit, moi, mon projet, c'est de devenir médecin. Est-ce que ça naît des petits héros ? J'en sais rien. Mais en attendant, ça a créé peut-être quelque chose en elle, en se disant, j'ai envie d'aider autrui. C'est ça. Maintenant, si elle n'était pas passée par l'école des petits héros, peut-être que le chemin aurait été le même. Hein. Mais j'ai trouvé ça sympa. Et puis, j'ai un autre jeune qui faisait partie de l'école des petits héros, donc qui avait à l'époque 7-8 ans, qui aujourd'hui doit avoir 14-15 ans, et qui est bénévole dans notre association. Ah, c'est super ça. Ouais, ça c'est chouette. Comme ça. Ouais, c'est vraiment chouette. Hichem, on pourrait parler encore des heures et des heures. Merci. Avec plaisir, Hugues. D'avoir accepté mon invitation. Et je te félicite encore pour ton implication dans ce domaine, parce que le nom du podcast s'appelle Sauvons nos vies. Toi, ton quotidien, c'est aussi d'œuvrer pour sauver des vies. Donc, merci et bravo encore, parce qu'on a des valeurs communes et bon, je pense qu'on s'y retrouve tous. Pour les personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires, n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet www.lespetitshéros.fr. Voilà, lespetitshéros.fr. Je précise qu'entre le P et le T de petit, il n'y a pas de, c'est lespetitshéros.fr. Ouais, tout collé.fr. C'est ça. On va recevoir tout à l'heure la suite avec Louisa. C'est ça, Louisa qui a 11 ans et qui a participé à l'école des petits héros quand elle avait 9 ans. Ah bah, ça va être fantastique. Ça va être chouette. Ah bah, super. Merci. Avec plaisir. Merci Hugues. À très vite. Et donc, nous avons une invitée surprise aujourd'hui dans cette interview après Hichem, puisque j'accueille tout de suite Louisa qui a donc réalisé cette formation des petits héros. Bonjour Lisa. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Ça se passe bien ? Oui. Quel âge as-tu, Louisa ? J'ai 11 ans. 11 ans. Donc, tu viens d'avoir 11 ans, donc tu vas rentrer en 6e. Oui, c'est ça. L'année prochaine. D'accord. Comment s'est passée ta formation au Petit Héros ? Ah bah très bien, j'ai pu apprendre plein de choses, ça m'a super bien servi. Ça a duré 6 fois ? Enfin, t'as eu 6 rendez-vous ? Oui, c'est ça. 6 rendez-vous qui se passaient à l'école, c'était le week-end ? Comment ça se passait ? En fait, c'était dans une salle à la Guerche. D'accord. Où en fait, il y avait des groupes et on apprenait en fait. Donc c'était plutôt le week-end, le samedi ? Oui, c'est ça. D'accord. T'es où à l'école ? Je suis à l'école Saint-Augustin, Possé-les-Bois. À Possé-les-Bois. D'accord. Tu l'as faite quand, cette formation ? Je dirais il y a 6 ans. Ah oui, 6 ans. Donc, oui. Qu'est-ce que t'en as retenu ? Comment faire le massage cardiaque, la PLS, voir si une personne respire, plein de choses en fait. Et t'as réussi à mémoriser ça pendant 6 ans ? C'est ça. Est-ce que t'as eu l'occasion d'utiliser cette formation ? J'espère que non, mais peut-être que t'aurais pu avoir l'occasion de le faire. Non, je l'ai pas utilisé. Et là, si un jour tu vois quelqu'un qui se sent pas bien, tu te sentirais capable d'intervenir et d'aller mettre en position latérale de sécurité la personne, voire de faire un massage cardiaque, tu irais assez facilement. Oui. Bravo. Pas facile, hein ? Pas facile, donc bravo. Et est-ce que cette formation t'a donné envie peut-être d'aller plus loin ou pas ? Encore, ouais. Tu voudrais faire quoi plus tard ? Moi, plus tard, je voudrais être vétérinaire. Ah bah oui, il n'y a pas de PLS chez les animaux, mais vétérinaire. Et c'est cette formation-là qui t'a peut-être un peu orienté sur un métier plutôt médical, on va dire ? Oui, c'est ça. C'est vrai, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette formation-là ? Parce que j'avais envie d'apprendre et que je me suis dit que ça pourrait me servir un peu dans la vie quotidienne de tous les jours. Ça peut servir, on espère le moins possible, mais ça peut servir effectivement. Est-ce que tu as déjà vu dans ta vie une situation d'accident ? Non. À la télé ? Non. Non plus ? Est-ce que ça te fait peur ? C'est sûr que la première fois, ça peut un petit peu être stressant, mais je pense qu'après, ça va, vu que tu sais. Ouais, tu saurais quoi faire. Oui. Bon, d'accord, super. Écoute, bravo Louisa. Je te félicite pour cette démarche parce qu'elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Bravo à toi. Et puis, écoute, bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Merci. Salut Louisa. Salut. Cet épisode arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura intéressé. Une nouvelle fois, abonnez-vous à ce podcast et laissez-nous un avis ou un message
sur notre page LinkedIn. Nous ne manquerons pas d'y répondre. La semaine prochaine, je vous retrouverai pour parler des habitudes. Excellente semaine à tous et en attendant, sauvons nos vies.